Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour pour un nouveau top 3. Alors on a fait le top 3 all-time la semaine dernière avec Waik, avec Bertrand, bref avec du talent au mec carré. On en aura un peu moins ce soir du talent. Mais on a fait ce qu'on pouvait, on a assemblé avec, vous savez, c'est les fins de mois, c'est pas toujours évident, on pense qu'il y a sous le sabot. Et bon, on a trouvé Vince. Salut Vince, comment tu vas? Alors déjà, c'est le début de mois. Je vais très très bien. C'est le Ça début de mois, dépend. donc ton Il y a argument des gens est qui n'ont pas été perdu. payés. Et je constate simplement que quand je suis absent, je suis tellement fort et tellement pertinent qu'il faut me remplacer par 2 personnes. Donc je suis l'équivalent de 2 personnes. Ça me fait plaisir, ça gonfle mon ego et je vous remercie énormément pour ça. Voilà. C'est bon. Très bien. On continue. Il y a aussi notre Yaya. Salut mon Yaya, comment tu vas? Salut à toutes et tous. Bah écoute, moi ça va très bien. J'étais là la semaine dernière. Je n'ai pas On s'en Wake rappelle. je n'ai pas Wake à sticker cette semaine. Donc bon bah on va essayer d'énerver. Voilà, donc vous êtes d'un calme olympien, il n'y a que moi qui m'énerve. Tout à fait. D'ailleurs, la sérénité incarnée, on dit toujours qu'on garde le meilleur pour la fin. C'est pour ça que j'ai gardé mon Seb. Salut Seb, comment tu vas? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Eh bien écoute, merci pour ces compliments, mon cher Flav, j'essaierai de m'en montrer digne. On parle à nouveau top 3 ce soir, donc inutile de vous dire que ce sera le podcast de la bonne foi, une fois de plus, et de l'objectivité. Mais après tout, vous avez l'habitude, c'est même pour ça que vous venez, bande de sacrés. Alors, on a fait le top 3 all-time la semaine dernière. Je le rappelle, si vous n'avez pas écouté d'ailleurs ce podcast, il est toujours disponible sur les plateformes d'écoute, bien évidemment. Là, ça va être un top 3 version 2025. Donc, ça va être vraiment beaucoup plus dans le présent. D'ailleurs, parce que Vince ne connaît rien à l'histoire de la NFL. Donc, de toute façon, on ne pouvait pas faire un truc sur il y a plus longtemps. On rappelle qu'il ne sait pas dire Tagovailoa déjà. Donc, bon, ça pose des problèmes. Mais... Et puis il a essayé d'aller chercher sur histoire de la NFL.com, mais il n'a pas trouvé le site. Bon, c'est un peu problématique. Donc on a décidé de faire une version 2025 avec 3 thèmes au programme et puis éventuellement un thème surprise si on a encore le temps. Les 3 thèmes au programme, on aura le top 3 des quarterback receveurs, des duos quarterback receveurs, le top 3 des entraîneurs principaux et le top 3 de la fanbase, puisqu'on aime bien se mettre à dos nos amis supporters. On l'a déjà fait pour le all-time, on va en mettre un petit coup pour le 2025. Alors on commence avec les quarterbacks receveurs, donc votre top 3 pour vous, qui sont les 3 meilleurs duos quarterback receveurs actuellement en NFL. On va commencer par Seb. Salut mon Seb. Dis-moi ton top 3. Bonjour à vous. Quels sont vos... Consonnes. Mon top 3, il va être assez classique. Alors, il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans ce que je vais vous annoncer. Si. C'est juste... Il y a un 3-2-1. Oui, 3-2-1, mais enfin voilà, ce n'est pas un classement, ce n'est pas un podium, ce sont 3 duos particulièrement performants. Je pense que on va les retrouver peut-être tous dans les classements de mes collègues, ce serait assez étonnant. Tout d'abord, pour moi, il y a le duo Jalen Hurts et Jay Brown. À eux deux en 2024, c'est 48 complétions et 836 yards, 4 touchdowns, 12,5 yards par tentative pour ce duo. Et Brown, c'est un receveur qui fait la différence en 1 contre 1 grâce à son très très gros physique. Et puis, c'est quelque chose de bien huilé et qui marche bien depuis quelques années en NFL. Autre duo qui marche plutôt bien, c'est le fameux... le duo de la bureautique, n'est-ce pas? Joe Bureau et Ja'Marr Chase, une chaise et un bureau, il n'y a rien de tel, c'est bien connu. Moi-même qui vous parle, je suis assis sur une chaise et mon PC est posé sur un bureau. C'est vous dire si c'est efficace. C'est le dynamique duo de la ligue. 79 réceptions, 1142 yards, 13 touchdowns à eux deux en 2024. Rappelons que Joe Burrow a fait une saison stratosphérique à 4918 yards et 43 touchdowns. Et à mon humble avis, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et puis, enfin, pour terminer sur une belle note, le duo Jared Goff, Amon-Ra St. Brown. 81 complétions, 1170 yards et 7 touchdowns pour eux deux en 2024. 53 first down accumulés et 81,8% de réussite dans ses passes pour Jared Goff lorsqu'il lance sur Amon-Ra St. Brown. Moi, j'appelle ça un duo qui marche. Donc, si je résume, nous avons
du Jalen Hurts, A.J. Brown, du Burrow Chase et du Sam Brown Goff. Tu as bien résumé. Intéressant, choix très intéressant. Alors bon, Yaya, il va nous sortir Jameis Winston et les défenseurs adverses, mais c'est un duo dynamique. Hein, s'il y a que ça marche souvent bien. Vas-y, mon Yaya. Alors, je fais 3-2-1 ou 1-2-3 ? Oh, bah fais 3-2-1, garde-le Allez, comme à l'Eurovision. Matthew Stafford avec Puka Nacua. Avec Nacua. Nacua. Ah, on a oublié le prénom là. Non, il a dit Puka. Mais pourquoi Nacua? Parce que je l'aime bien, parce que je trouve que et je pense que avec Davante Adams, ça va être encore mieux l'année prochaine. En numéro 2, Patrick. Patoche Mahomes avec Travis Kelce, hein, c'est le duo iconique. Tu mets Mahomes Kelce malgré la saison 2024, pardon. Oui. Ouais. Mais parce qu'en fait, moi, je garde un peu l'historique quand même. Vous avez été libre de faire votre. Ouais, voilà, parce que. Vous pouvez être sur les stats 2025, ça pouvait être sur la longévité aussi. Oui, pour moi, c'est par rapport à la longévité. Ils ont gagné des titres ensemble. Donc voilà. Et Seb en a parlé. C'est le duo cigare, le Burrow Chase. Joe Burrow et Ja'Marr Chase. Le problème avec Burrow Chase, parce que effectivement, statistiquement parlant, c'est difficile de ne pas les classer dans le top 3. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient en santé en même temps. Oui, mais il y a juste le problème. Oui, sauf que là, des rookies de Ja'Marr Chase, pas de défense, pas de ligne, ils vont au Super Bowl. Ah oui? Ah non, mais ça. Oui, mais quand les deux sont ensemble, il n'y a pas de souci. Mais quand il y en a un qui est blessé à l'épaule, l'autre qui est blessé à la jambe. Et tu devrais être content que je parle d'anciens. De LSU. Des Tigers de LSU, bien tout sûr, à fait. bien Donc sûr. voilà, c'est juste pour ça. C'est pas une nouveauté que la Louisiane est fournisseur officiel de talent. Il n'y a qu'à voir la franchise quand oui, Karl Malone. Enfin bon, on va pas citer ses affaires extra-conjugales avec des enfants. Mais pardon. Manning, je disais. Oui, c'est vrai. Mon Seb, je voulais rajouter un point justement sur le duo Chase Burrow. Il bénéficie aussi d'un atout, c'est d'être un trio parce qu'il y a un receveur numéro 2, T. Higgins, qui attire pas mal la lumière également. Enfin, les défenses savent que si ils mettent tout la lumière et les millions cette année sur Ja'Marr Chase, T. Higgins, il va s'éclater. C'est un joueur qui serait très certainement receveur 1 dans d'autres clubs. Je sais pas, moi, je pense qu'au hasard, actuellement, Seattle, il serait très heureux d'avoir un T. Higgins dans leur corps de receveurs. J'ai envie de te dire, peut-être pas avec ce contrat. Il n'y a peut-être pas que Seattle. Hein. Voilà. Mais ce que j'entends, c'est que c'est aussi pour ça que ce duo va perdurer, c'est que c'est un duo qui est en fait un trio ou du moins un 2,5. Et un trio qui est parti pour rester un bon moment chez les Bengals, puisqu'on rappelle que Ja'Marr Chase et T. Higgins ont été prolongés cette année, et Joe Burrow, si je dis pas de bêtises, c'était à l'intersaison précédente. Donc il y a quand même une bonne, on va dire un bon 4-5 ans normalement. Où je crois que sur le trio, il y a 3 ans garantis ensemble, je crois, parce que c'est Burrow son contrat qui est plus garanti dans 3 ans. Donc voilà, on a au moins 3 saisons, une fenêtre. Ouais, je sais que Yaya a travaillé longtemps chez un fournisseur de fenêtres, voilà, ou la paire, il n'y en a pas deux, et il adore les fenêtres, il nous parle tout le temps des fenêtres. Alors bon, il nous parle des fenêtres généralement avec les Bills, hein, les fameuses fenêtres qui se referment quand ils vont loin dans les playoffs, mais peu importe, on n'a pas dit que c'était pertinent. Est-ce que c'est ma faute si les Patriots ont un malheur, c'est qu'ils ont un fan qui les prédit gagnant, et ce fan... Ça manquait un peu, j'avais envie de mettre... Mais tu vois, ce fan qui est capable de dire des inepties et d'un spécialiste de la physique, en fait, il porte le bousin sur chacun de ses paris. Est-ce que les Patriots sont une franchise qui sert à quelque chose? Cory, stylo. Oui, ils servent à se faire huer par les New-Yorkais. Voilà, c'est déjà pas mal. Ils viennent de la Nouvelle-Angleterre, c'est pas vraiment Boston, c'est tout le coin là-bas. Alors,
Vince, il va vous donner son classement. Et puis après, comme j'ai fait la semaine dernière, j'ai demandé à notre ami ChatGPT s'il avait un classement des meilleurs duos receveurs quarterback pour voir s'il est d'accord avec vous. Bon, Vince, vas-y, on t'écoute. T'es interdit de nous donner des Broncos, hein, je te le dis tout de suite. Hein. C'était pas prévu, figure-toi. Oui, bah non. C'était Encore pas une prévu. chance, il faudrait qu'il y ait de bons joueurs. Non. Oh, bah, tiens. Non, je partirai en 3 sur un Tu Goff. partiras, bah salut. Goff, Amon-Ra St. Brown, parce que effectivement, j'adore ce duo que je trouve vraiment très bon. Et puis Amon-Ra St. Brown a fait vraiment une super saison l'année dernière. Je suis très impatient de les voir cette année. En 2, je mettrai Stafford Nakua. Et en 3, le Burrow Chase, forcément. Ouais, donc en gros, t'as triché sur Yaya, quoi. Ah non, mais ça m'a embêté quand il l'a dit, effectivement. Mais j'étais persuadé que le Goff St. Brown, j'aurais été le seul à le dire. Je suis surpris de voir que mes collègues ont la même justesse d'esprit que moi. Donc, très bien. Moi, je n'ai pas cette justesse. Donc, justement, c'est pour ça que bon. Alors, comme on est allé plus vite que quand Waik est là, parce que ça s'est moins râlé dessus, oui. Je voulais juste dire un truc parce qu'on a parlé beaucoup de Burrow Chase. Ça va beaucoup dépendre. On a parlé que c'était un trio très bien, mais ça va beaucoup dépendre de la ligne offensive. Le problème de cette équipe, c'est que l'impact à la course est peut-être un petit peu trop faible de par l'absence de ligne offensive percutante en création de blocs et de receveurs vraiment. De running back vraiment créateur. Donc ça peut limiter beaucoup les choses en termes de pression sur Burrow, donc on verra derrière ce que ça peut donner. En tout cas, c'est forcément pour moi le duo de par les prolongations qui va être sous le feu des projecteurs cette année. Oui, mais il y a aussi une chose, c'est-à-dire qu'avec une défense qui est tellement poreuse et qui laisse passer tellement de monde, ils vont avoir plus de possession. Oui, mais ils vont pouvoir se faire plus mal. Il va se faire target beaucoup plus souvent, Burrow. Comme le disait Seb, ça peut être. Ou alors, attends, parce que si la défense est aussi poreuse qu'on le dit, il y a aussi une tactique qui peut se mettre en place, c'est que l'attaque adverse, sachant pertinemment qu'elle va passer comme dans du beurre, peut faire durer les drives, tu vois. Peut tout faire pour justement tenir l'attaque la plus éloignée possible du terrain. Tu fais des drives de 6-7 minutes où tu avances petit à petit, et du coup, tu laisses Chase et Burrow sur le banc. Tu vois. C'est possible aussi. Tout à fait. Ou alors, premier jeu, hop. Voilà. Bon, c'est possible aussi. Premier jeu, 30 yards, tu commences sur les 30 yards, jeu de 70 yards par exemple. Ça peut. Faut tempérer un peu. L'année dernière, le jeu au sol de Cincinnati, tempérer, nous, c'est pas le jeu au sol de Cincinnati, il est 30e, et Joe Burrow, il encaisse 48 sacs, c'est beaucoup, et il lance quand même 4900 yards. Alors, c'est vrai que ça peut peut-être pas durer 107 ans. La faiblesse de la ligne offensive, pour le moment, je vais pas dire que c'est pas un facteur, mais c'est pas forcément ce qui handicape l'attaque des Bengals. Mais non, mais il va falloir voir avec la répétition, et puis maintenant, surtout, on sait comment les, on sait comment les prendre, et j'attends de voir ça. Je dis pas que ça. En fait, c'est d'autant plus intéressant de les voir évoluer sous cette pression que vont mettre les équipes adverses. Très bien. Alors, vous voulez mon classement de ChatGPT ? Allez, vas-y. Alors, j'aime beaucoup faire ça. Ça m'amuse beaucoup. Alors, numéro 1, ils mettent Patrick Mahomes, Travis Kelce. Voilà, pour les raisons. Alors, c'est pareil, j'ai pas donné de consigne à ChatGPT, je vais juste demander le top 3 des quarterback receveurs, des duos quarterback receveurs actuellement en activité. Numéro 2, Joe Burrow, Ja'Marr Chase. Jusque-là, pas de scandale. Et le numéro 3, personne ne l'a cité. Et j'avoue qu'il m'étonne. Aaron Rodgers, Davante Adams. Non, quand même, soyons un peu sérieux. CJ Stroud, Nico Collins. Alors, c'est un duo qui m'est passé par la tête. Moi aussi. Vraiment. Mais il fallait faire un choix. Mais c'est vrai que c'est renoncer. Tout à fait leur place dans ce trio. Enfin, moi, je trouve pas ça déplacé, hein, absolument pas. Mais il manque un peu de step-up. Moi, c'est Nico Collins. Tu vois, et le truc, c'est qu'il y a eu Tank Dell, il y a eu Stephen Diggs autour, tu vois, il y a des gens aussi qui ont pris la lumière, tu vois, mettre que Nico Collins, c'est compliqué, tu vois, moi, j'y ai pensé, mais c'est pas un duo, c'est plus toute une équipe.
Très bien. Alors vous savez, c'est toujours pareil, j'ai mon top 3, mais derrière il y a les mentions honorables. Alors je vais vous donner les 3 mentions honorables qui sont données, de ceux qui sont pour ChatGPT collés à ce top 3. Jalen Hurts et J. Brown, on en a parlé avec Seb, donc pas de surprise là-dessus. Tua Tagovailoa, Tyreek Hill. Oui. Oui, je suis d'accord. Encore une fois, les En deux forme. en santé. Les deux en santé. Oui, en Et- forme, oui. Et l'un des deux pas en prison. Déjà, ce serait une bonne chose. Le dernier, c'est Dak Prescott, CeeDee Lamb. Ça se défend aussi. Ça se défend aussi, mais il souffre. Alors, quoique c'est un argument qu'on peut aussi reprocher à Chase et Bureau, il souffre un peu des résultats des Cowboys. Voilà, c'est marqué. Eh ben, c'est exactement ce qui est marqué. C'est marqué Dak Prescott, CeeDee Lamb, 2 points, énorme production, mais peu de succès en playoff. Voilà. Et après, Moi qui le dis, c'est l'intelligence artificielle. Un argument qui serait aussi valable pour Chase et Burrow, c'est ces deux dernières saisons. Il y a un Super Bowl, voilà, c'est ce qui fait la différence. Mais sur le papier, enfin vraiment statistiquement, effectivement, Prescott Lamb, ça a aussi tout à fait sa place. Il y a de quoi faire aussi. Voilà pour le top 3 des quarterbacks du duo quarterback-receveur. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à donner tous ceux, les fidèles de Tailgate, à nous donner, que ce soit sur Discord, que vous pouvez toujours rejoindre, le Discord d'ailleurs, n'hésitez pas, ou en commentaire sur Facebook, sur Twitter, quand le podcast paraît. Donnez-nous vos commentaires, vos top 3 à vous, comme ça on pourra en discuter bien évidemment. Après le duo QB-receveur, on va passer aux entraîneurs. Et alors là, ça va être intéressant parce que on en a quand même pléthore, 32, mais surtout, on en a... c'est pas forcément facile de choisir, en fait, parce que chacun va mettre son argument. Il y en a qui vont choisir la longévité, d'autres qui vont choisir les performances de la saison dernière, par exemple. Bref, chacun va y aller de son classement. Et comme Vince m'a reproché de l'avoir fait parler en dernier tout à l'heure, c'est lui qui va parler en premier maintenant. Oh, c'était pas du tout mon reproche. Il faut qu'il y ait un dernier, quoi qu'il arrive. Tu t'y connais avec les Broncos. Mais... Et les derniers seront les premiers. Alors, je sais très bien ce que vous allez me dire, mais j'en ai pas 3. Oh non, oui. On va faire mon top 3 et puis j'ai deux petits mentions honorables. Voilà. En 3, je mettrai Dan Campbell. Voilà, parce que je trouve que c'est un coach qui a... Ça n'a même pas fait réagir Yaya, ça m'étonne. Un coach qui a énormément comment dire, qui a du flair, qui arrive à sentir beaucoup les choses, et j'aime beaucoup sa manière de coacher très agressive, donc j'aime beaucoup ça. En 2, je mets Sean McVay. Sean McVay. Et Sean McVay, c'est Sean McVay de Shine, quoi. Et en premier, je mets Andy Reid. Très bien. Voilà. Donc pour moi, et donc les deux qui sont un peu à côté, qui ont mention honorable, voire très honorable, c'est Mike Tomlin, je trouve, qui arrive à faire toujours des choses avec les Steelers. Je suis obligé de parler de lui, Sean Payton, qui pour moi l'année dernière arrive à tirer le meilleur de ce qu'il pouvait faire avec son équipe. Alors moi, il y a un nom que t'as pas cité qui m'étonne, mais je le garde pour moi. On verra à la fin. J'imagine très bien ce que c'est. S'il est cité ou pas. Mon cher Yaya, déjà sur Dan Campbell, tu l'as pas mis dans ton top 3, toi? Non, je l'ai pas mis dans mon top 3. Tu veux pas le piffrer? C'est pas ça, c'est que... Si, tu peux pas le piffrer. C'est comme si on avait demandé à Bertrand, il aurait pas mis Nick Sirianni, tu vois. C'est que son équipe sert à rien, quoi. 2 victoires en play-off depuis 3 victoires depuis 1962, excusez-moi. Oui, mais il est responsable des défaites de 62, Campbell. C'est ce que j'allais dire, il est pas à la tête de l'équipe. Oui, et tu vas pas lui mettre l'assassinat de Kennedy sur le dos non plus, tant qu'on y est, purée, mais à un moment, faut arrêter, quoi. Mais non, on me dit, ouais, les Lions, ils servent à rien. Ben, j'étaye les propos de mon camarade. Et dans ce cas, attends, si on parle des bilans des Giants ces dernières années, du coup, si je prends le truc à l'envers, Phil Simms, ça valait rien, et Bill Parcells non plus. Non, mais faut arrêter, quoi. Non, mais et puis franchement, Eli Manning, il est pas Hall of Fame, donc il vaut rien non plus. Quoi. Alors, c'est dire si. Il vaut rien. Il faut arrêter. Deux Super Bowls. Deux Super Bowls. Vous savez qu'au 21e siècle, et ça fait plus que vous tous réunis. Ouais, 2 Super Bowls. 2 Super Bowls. Bon, vas-y, donc, non, Dan Campbell, moi, c'est un vrai players coach, mais je pense qu'il est extrêmement limité.
Là, on va voir cette année Ça va être un vrai test cette année. Ouais. Voilà, c'est vrai. Je pense que Je suis d'accord. c'est un super head coach, mais il lui faut des top offensives et défensives Ce coordinateurs. qu'on peut lui donner comme crédit à Dan Campbell, c'est d'avoir vraiment insufflé un état d'esprit dans cette franchise des C'est Lions. une dynamique. Une dynamique, Clairement. vraiment, tu vois, la hargne qu'il a, tout ça, c'est clairement. Une Voilà. culture. Mais attention à ça, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu vois qu'il demande beaucoup d'investissement émotionnel. On se souvient qu'il avait pleuré en conférence de presse parce Oui. que ça gagnait pas au tout début où il était arrivé. Et il disait, mes gars, ils se défoncent et on n'a pas les résultats, machin. Ça avait créé un électrochoc. Mais ça marche. Comme dirait mon camarade Seb, c'est à usage unique. Ça peut, c'est super énergivore comme Et c'est façon pour de manager. Ça peut peut détruire. s'entendre, ça peut fonctionner, mais c'est super énergivore. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que lui, il se crame. Si tu vois ce que je veux dire. Et vraiment, au sens propre, vraiment que ça le consume, parce que tu sens qu'il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, Steve, c'est qu'il a, t'as l'impression qu'il y a une espèce de feu intérieur qui le pousse. Moi, je suis très, très admiratif de ça. Vraiment, des personnes qui sont aussi intenses, mais attention, il y a des fois, il faudrait peut-être baisser la température. J'espère vraiment que c'est quelqu'un off-season qui prend le temps vraiment de déconnecter du football quelque temps, parce que s'il est comme ça, 12 mois sur 12 et H24, waouh! Quand t'es edge coach, tu peux pas déconnecter comme ça, c'est pas possible, j'y crois pas. Mon Yaya, ton classement. Alors, moi, j'ai mis en... Alors, c'est complètement subjectif, hein, mais j'ai mis Sean McVay. Sans rire. Le mec, il te dit, je fais un top 3, mais c'est subjectif. Voilà, mais complètement. Je l'avais mis en 1, mais finalement, je vais le mettre en 2. C'est Mike Tomlin. Autant de saisons d'affilée qui sont au moins à l'équilibre. Et je peux pas passer à côté. Il a une moustache, on dirait un morse. C'est Andy Reid. On dirait un morse. Non, mais... Ouais, oui, il a encore de baleine et une moustache de non, alors non, pas d'attaque sur le physique. Non. Oui, surtout, voilà, c'est moche, tu l'as dit. Hein. Bon, bref, voilà. Enfin, voilà. Oui, vous avez rigolé, donc moi je voudrais pas dire. Mais... non, pas du tout. C'est faux. On n'a pas du tout. Ne croyez pas cet individu, chers auditeurs. On ne rigole pas aux blagues sur le physique, c'est pas notre genre. Mon Seb, ton top 3 ramène un peu de justesse. De justesse. Alors, je vais te décevoir, Flav. Je suis très inquiet, moi-même. Je suis très inquiet pour moi-même parce que j'ai le même top 3 qu'Yaya. Et honnêtement, ça, c'est pas bon signe. Hein. Que au moins avant d'entendre Yaya, je me disais, maintenant, mon top 3, il a de la gueule, quoi. Il tient debout. Et là, d'un coup, je doute de ma santé mentale. Bon. Ah, mais moi, j'en ai jamais douté de la tienne. Hein. Tu vois, comme quoi, c'est toi qui avais raison. Sean McVay, en numéro 3, plus jeune head coach, a gagné un Super Bowl à 35 ans. 8 ans de head coaching, un bilan de 80 victoires, 52 défaites. Très orienté vers l'attaque, il a su bâtir son offense autour d'un Matthew Stafford dont on n'attendait pas tant quand il est arrivé aux Rams, il faut bien le dire. Est-ce qu'on attendait autant de Sean McVay? Alors, je suis pas convaincu. Hein. Pour moi, il sort quand même beaucoup de nulle part. Hein. Enfin, pas de nulle part, mais... Alors, faut pas oublier quand même qu'à la base, c'était un coach de Taïen. Donc... Ouais. Seb, c'était intéressant ce que tu disais, vas-y. Merci de le reconnaître. En fait, j'ai le même top 3 qu'Yaya, mais en plus intéressant. C'est ça. Tu nages dans un océan de médiocrité au milieu de ce podcast. C'est bon. En deuxième, Mike Tomlin, 18 ans de NFL, jamais une saison négative, 183 victoires, 107 défaites. Grand motivateur, état d'esprit très défensif, mais pas une victoire en playoff sur les 8 dernières saisons. Et pour moi, c'est là où le bas blesse pour lui. Et puis, premier, bien sûr, Andy Reid, 26 ans de head coaching, le vétéran est de loin de ce trio, à Philadelphie, puis à Kansas City, 273 victoires, 146 défaites en carrière. Un titre de NFC en 2004, 5 apparitions au Super Bowl avec Kansas City, dont 3 victoires, particulièrement constant,
génie offensif, grand développeur de quarterback, McNabb à Philadelphie, Mahomes à Kansas City, mais aussi Brett Favre quand il était assistant à Green Bay, et également à Philadelphie, Michael Vick ou Alex Smith. Cet homme-là pourrait s'arrêter de coacher demain, sa place au Hall of Fame est déjà assurée. Alors, j'ai une question avant de vous donner le classement de ChatGPT. Imaginons qu'on aurait fait ce podcast il y a 1 an et demi. Bill Belichick était encore en activité. Est-ce que vous le mettiez dans le top 3 de vos... Je parle pas all-time, hein, je parle vraiment dans le... Est-ce qu'en mi-2023, vous l'auriez mis dans votre top 3 des coachs actuels? Ah, elle est belle cette question-là. Alors, c'est difficile parce que c'est difficile de se replacer à l'époque. Si la question c'était coach actuel, Bah non, oui. il n'y entre pas. Si tu prends en compte l'historique, bien sûr. Andy Reid, par exemple. Tu prends coach all-time, Bill Belichick est évidemment parti du top 3. Évidemment. Ouais, mais tu vois, tu prends Andy Reid, tu as un historique, mais tu as encore une actualité. Là, Belichick, sur ces 3 dernières saisons, c'est pour ça que j'ai précisé sur les derniers mois, tu vois, sur les derniers mois de son activité. Non, mais sur ces 3-4 dernières saisons, à partir du moment où Brady est parti, il a perdu son mojo. Oui, mais l'équipe était en fin de cycle. C'est pour ça que Brady part. Parce qu'il était il essaye quelque chose avec des rustines. Alors, attends. L'équipe était en fin de cycle, oui, mais le seul qui ne le savait pas, c'était Bill Belichick. Lui, il a soutenu mordicus que ce qui comptait, c'était le système, rien que le système. Et la preuve, ça marchait pas. D'ailleurs, je vous rappelle que pour les plus anciens, on est tous des anciens autour de ce micro. La question autour de Brady, ça a toujours été plus ou moins quand même. De système. C'est plus critique qui disait s'il part de New England, ça réussira pas. Et il est parti de New England. Il a fait victoire. Voilà. Et oui. Donc toi, Seb, en actuel, si on prend en 2023, tu le mettais pas? Non, Yaya moi non plus. Si. Vince non plus. Yaya, tu le mettais? Oui, je le mettais juste par esprit de contradiction. Mais hors sujet, 2 sur 20. Parce qu'il aime les Patriots. Et chacun sait. Non, parce que grâce à lui, il a été sur les 4 Super Bowls gagnés par les Giants, 2 en tant que defensive coordinator et 2 au Super Bowl, les 2 défaites des Patriots. Moi, ça m'inquiète. Il a qu'un truc en tête, c'est de placer les Giants. Oui, mais en fait, le truc, c'est que tu vois, s'il ne casse pas une fois par podcast le fait qu'ils aient battu 2 fois les Patriots, il est pas heureux, quoi. Tu vois, moi, je pense qu'il prend feu. S'il fait pas ça. Il a tout compris, quoi. Mon cher Flav, ce qui t'étonnait, c'est qu'on ne nomme pas Nick Sirianni, c'est ça? Ah, pas du tout. Ah, c'était pas ça. Pas du tout. Ah non, moi alors tu vois, je vais vous donner parce que c'est le numéro 3 de sur Sirianni au vu de son bilan. Là aussi, pour moi, oui. Mais en fait, Sirianni, il avait vraiment j'ai essayé de mettre des coachs qui ont su glorifier leur équipe. Sirianni, il part avec une équipe qui est déjà très très forte à la base. C'est pour ça que moi, je mets bien Sean Payton aussi parce que ce qu'il arrive à faire avec Denver cette année, c'est inattendu, complètement inattendu. D'ailleurs, on aurait pu mettre aussi le coach de merde, j'ai perdu son nom. Le coach des Vikings. Ah non, O'Connell. Ce qu'il arrive à faire l'année dernière, c'est fabuleux. C'est des Commanders aussi dans ce cas-là. Bien sûr, mais voilà. Et je voulais dire les Commanders aussi, j'ai hésité aussi. Ouais. Alors, beaucoup de bons coachs. Hein. Donc, le classement de ChatGPT, vous allez voir que le 3e, c'est celui que moi j'aurais possiblement mis au moins en mention honorable. Le numéro 1, c'est Andy Reid. Le numéro 2, c'est Sean McVay. Et le numéro 3, c'est John Harbaugh. J'y ai pensé. Et franchement, j'ai regardé aussi. Quand tu vois la longévité et tout ce qu'il a amené aux Ravens et l'actualité encore, parce que ça reste une excellente équipe, en moins aux saisons régulières, mais il est aussi allé au Super Bowl, voilà. C'est quand même un des coachs actuels qui, pour moi, mérite d'être dans au moins le top 5 des coachs actuels. Très honnêtement, je pense que tu me reposes la même question dans 3 semaines, je te sors un top 3 différent. Oui, parce que non, mais vraiment, enfin, peut-être pas sur Andy Reid, parce que pour moi, c'est vraiment le nom qui fait consensus sur ce point-là. Mais pour les 2, 3 et mentions honorables, je peux très bien te sortir des 2 et 3 différents, parce que là, les noms qu'on a sortis, Campbell, O'Connell, etc. Je laisse McVay en 2 quand même, moi. Ouais, pareil. Je pense que je laisse McVay en 2. Par contre, le 3e, Jim et John, les 2. Ouais, mais Jim, ça fait plus qu'une saison. Enfin, même s'il a coaché avant. Il a coaché avant, je suis d'accord. Mais... J'ai un goût d'inachevé, moi, avec John Harbaugh sur les dernières saisons. Ben pareil. Moi, c'est ça qui me l'a fait sortir. Parce que tu vois, il a quand même le quarterback qui est MVP de la saison. Et en playoff,
patatras. Ouais, mais tu vois, moi, c'est une. Alors, vous allez dire, c'est difficile pour tout le monde, mais. On a mis Tomlin. T'as quand même. Depuis 8 saisons. Tomlin, ça gagne pas en playoff, tu vois. Genre, voilà. Bon, certes, il a pas le quarterback MVP, lui. D'accord. Ouais, Tomlin, je trouve qu'il construit vachement bien, et puis, enfin bon. Ouais, mais tu vois, justement. Mais il met des rustines partout, parce que, ok, il a une grosse défense, mais statistiquement pas tant que ça, finalement. Mais, tu vois, depuis le départ de Big Ben, excuse-moi, mais ce qu'on est en train de dire un peu, c'est qu'il y a quand même le top 1-2 qui sont plutôt clairs pour nous. Mais par contre, entre le 3 et le 7, on va dire, il y a quand même 4 joueurs. Ce qui est sûr, c'est que Denis Allen, il y est pas, ça c'est sûr. Il y a quand même 4 coachs qui reviennent quand même pas mal dans les discussions. Mais John Harbaugh, moi, le problème avec les Ravens, en fait, alors vous allez me dire, oui, c'est facile, mais tu regardes, ça se joue tellement à rien, des fois, avec les Ravens qui puissent justement aller plus loin. Et encore une fois, là, on parle des toutes dernières saisons, parce que Yaya, tu disais, c'est sur ces dernières saisons, etc. Mais John Harbaugh, c'est déjà, tu vois, des présences au Super Bowl, etc., etc. Donc, et c'est même des titres. Donc, tu dis, bon, moi, c'est sur l'ensemble de son œuvre. Et si tu prends la saison dernière, ça se joue à un drop de Mark Andrews qui se qualifie. Tu vois, à un drop de Mark Andrews. C'est aussi simple que ça. La saison d'avant, ils se font pas non plus rosser comme c'est pas permis. Oui, mais ils sortent. Attends, je termine juste mon argument. Ils sortent d'une division qui est extrêmement compétitive. Donc, ils sortent de la saison régulière en étant rincés, les mecs. Quand tu prends les Houston Texans, tout à leur honneur, ils n'ont pas la même opposition en saison régulière, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Le truc, c'est que ça tombe depuis que les Chiefs, ils ont les Broncos, alors t'imagines. Lamar Jackson, parce que depuis qu'il est... moi, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas utilisé, Lamar Jackson. En saison régulière, ça marche, mais en playoff, il manque le petit truc, tu vois, où il fait tomber la pièce du bon côté. Et un bon coach doit avoir une influence sur le jeu. Tu vois, c'est ce qu'on avait avec Belichick avant. Il avait toujours un truc, il avait une emprise sur la rencontre. Et je trouve que il a plu avec Lamar Jackson. C'était juste ça. Moi, je pense que malgré tout, c'est un excellent coach. Le truc, c'est que je suis pas sûr qu'il ait su adapter son coaching à son quarterback. Vous voulez les mentions honorables de ChatGPT ou vous en voulez pas? Vas-y. Mention honorable pour Mike Tomlin. Plutôt logique. Dan Campbell. Plutôt logique. Nick Sirianni. Plutôt logique. Et Kyle Shanahan. Que j'ai souvent vu remonter dans les différentes lectures sur le sujet. Que j'ai alors. Tiens, je vais pas être très objectif. Voilà, toi qui es fan des 49ers, pourquoi est-ce que tu mettrais pas Kyle Shanahan? C'est le problème d'adaptation, on dit souvent. Il y a ce problème d'adaptation, il y a le fait que, tu vois, un petit peu comme le même argument qu'Yaya avait au sujet de Harbaugh, c'est que au moment où il faudrait, en particulier, donc l'année dernière bien sûr, mais quelques années précédentes, au moment où il faudrait passer un step, ça le passe pas. Voilà, moi j'avais un petit peu mention honorable, oui, je suis d'accord. Dans le top 3, il va me falloir un petit quelque chose pour vraiment qui me ramène un Super Bowl et je le mets dans le top 3. Déjà, il t'amène au Super Bowl, toi. C'est déjà pas mal. Moi je veux le trophée dans la vitrine. Hein. Oui, mais faut pas oublier non plus que c'était l'offensive coordinateur du 28-3. Hein. Oui, ça c'est connu de toute façon. Ouais, tu sais, quand il était chez les Falcons, moi je pense que c'est un génie. Je pense vraiment c'est un génie. Il s'est souvent fait out-coacher par McVay. Et après, il y a un souci du côté des Niners, c'est les blessures depuis qu'il est arrivé. Ça, c'est pas de sa faute. Hein. Enfin, quoi que si, peut-être un peu. Si, en fait, peut-être un peu sur l'utilisation des joueurs, ça peut être de sa faute. Après, la saison dernière, ça a été exacerbé, quoi, c'est vrai. Oui, mais souviens-toi, les premières saisons, avant que Garoppolo arrive, c'était ça. Garoppolo, il arrive, ça stabilise. Après, il y a la gueule de bois du Super Bowl. Et c'est quand CMC arrive que ça repart. Et que Purdy arrive. Alors que normalement, c'est quand c'est mars que ça repart. Mais bon. Et quand CMC est allé à l'infirmerie, c'est pas reparti.
et Samuel. Et puis, Je suis surpris de ne pas voir Kevin O'Connell ni Shane Payton quand même dans les mentions honorables. Je pense qu'on en a une. Non, mais Sean Payton, de toute façon, on t'aurait demandé il y a 10 ans, évidemment, c'était le plus grand entraîneur de tous les temps. Mais maintenant, il a choisi une mauvaise franchise pour rien. Mais tu branches beaucoup, mais il faut quand même reconnaître qu'avec l'équipe qu'il avait l'année dernière, c'est quand même un excellent résultat. Oui. Ben voilà. Non, je pense qu'il sera quand il aura confirmé la saison prochaine. Voilà, exactement. Bien quand il aura confirmé, s'il confirme, parce que je ne vois pas pourquoi il ne confirmerait pas, il sera à nouveau dans la discussion. Là, si on parle vraiment des meilleurs coachs actuels, faut se souvenir que c'est ça le sujet. Hein. On récompense pas les états de service passés. On n'est pas censé récompenser. Non, sinon il serait numéro 1. Voilà. Et après, juste pour finir aussi sur le débat, parce que c'est très difficile de parler du coach. Quand on sait à quel point ils sont entourés par leur coaching staff. Après, c'est vrai que la plupart du temps, c'est eux qui choisissent leur coaching staff. Temps mort Archie Money des Mousquetaires. Je note, et on va être transparent avec nos auditeurs. Vous vous rappelez la question qui nous a été posée sur Discord à 20h, Seb et Yaya? Voilà. Oui, ça va sortir. La question était... quand j'ai envoyé le conducteur, j'ai donc mis top 3 des coachs. Ce qui me semblait plutôt... Enfin, tout le monde avait compris, quoi. Les deux esprits de ce podcast, à savoir toi et Seb, vous aviez compris. Bon. Oui, donc pas tout le monde. Voilà. Et donc, Vince me dit, c'est entraîneur principal ou c'est coach de position? Comme si on allait faire le classement des assistants linebackers, tu vois. Non, j'ai pas demandé les coachs de position. Le meilleur coach punter, dis donc. Est-ce que c'est le top 3 coach punter de la ligue? Moi, j'ai demandé si c'était le coaching staff complet ou pas. Est-ce qu'on fait les top 3 des Waterboys? Non, personne pour le faire. Bon. Alors, vous voyez à quel point ils sont de mauvaise foi. Non, mais attends, c'est là où tu vois que certains parmi nous ont quand même pas mal de temps libre pour se dire, tiens, je vais faire le top 3 des coachs de safety de la NFL. Seb, oui, je te pensais de bien meilleure foi que ça. Tu es d'une mauvaise foi. En fait, le pire incroyable. En fait, le pire à 20h au lieu pour être prêt à 20h45. C'est ça. Mais c'est ça le pire, c'est qu'il bosse le pod, mais il bosse pas le bon pod. C'est ça le problème. C'est qu'il vit dans le futur, le type. Il me demande 4 jours avant un conducteur qu'il ne suit pas. Tu vois, c'est quand même ça qui est bon. C'est que le mec, il me pond des thèmes que j'ai pas donnés, tu vois. Alors même que dans le conducteur, il y a marqué thème surprise, vous pouvez en choisir un. Il est cassé ses assistants linebacker, il faisait là. Mais même ça, il ne respecte pas. Il dit tout par avolo, tu vois. Mais non, c'est pas. Et donc, comme on lui dit, je vais vous lire le conducteur, c'est les meilleurs coachs actuels. Oui, bah c'est clair. Comme on lui dit. Oui, c'est vrai, c'est clair. Comme on lui dit non, c'est que les head coach, qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as viré par la porte, il rentre par la chatière, tu vois. Il revient et il dit, alors, si on parlait des coachs de position, alors qu'on lui a rien demandé. Mais je veux pas parler des coachs de position. Ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile d'élire un coach sans parler de tout le coaching staff qui est autour. C'est tout. Maintenant, le coaching staff qui est autour, c'est forcément les coachs qui les mettent en place aussi. Donc, c'est aussi eux qui choisissent leur coach de position. Et donc, forcément, le mérite leur revient aussi. Je suis complètement d'accord avec ça. Maintenant, c'est difficile de dire que Andy Reid, c'est le meilleur coach, sachant qu'en fait, il a toujours été aidé aussi par des coachs de position très forts, et notamment son coordinateur défensif ces dernières années. C'est tout. On peut dire la même chose de Belichick. Hein. Mais bien sûr, mais tout le monde. Il y a des postes de head coaching. Et aucun coach ne serait là où il en est s'il n'avait pas ses coaching staff, c'est sûr. Tu prends les coordinateurs offensifs et défensifs de Sirianni. Il faut rappeler quand même qu'il y a 3 ans, ils partent tous les deux pour un head coaching après le premier run au Super Bowl, et que cette année, Kellen Moore, il se retrouve head coach chez les Saints. Donc, tu vois, t'as quand même une fuite souvent des head coach et des coordinateurs offensifs et défensifs de Sirianni, quoi. Donc, c'est que c'est pas des pompes à vélo non plus. Mais bref, c'était pas le sujet en fait. Donc, voilà. Bref, voyez ce qu'on vit. Hein. Et là, j'ai 2 témoins. Vous voyez toute la mauvaise foi qu'il y a contre moi, c'est incroyable. J'ai 2 témoins. Ouais. Excuse-moi, mon pauvre petit chaton. Oh là là, on lui offrira une place pour le 13 juillet pour aller voir les Vikings, il sera content. Alors, d'ailleurs, si vous voulez voir toute l'équipe de The Playoff, venez le 13 juillet à Bandofel.
Alors, je vous dis ça, je vous dis rien. Vous venez le 13 juillet, il y aura presque tout le monde. Il y a que Seb qui nous fait une infidélité, mais sinon, il y aura Charles, il y aura Yaya, il y aura Vince, il y aura moi, il y aura qui il y aura Bertrand, il y aura Wake. peut-être. Ah non, il y aura Wake, il il est pas là. Non, bah venez, il n'y a pas Wake, venez. Il y aura peut-être Romain, il y aura vraiment plein de gens qui seront pas là, mais pas Jean. Il n'y aura pas Tutur non plus. Il n'y aura pas Tutur. C'est un bon argument. Non, on a pris les meilleurs. Alors, c'est si. les meilleurs et le quota, bah, voilà, Vince, quoi, bref. On passe au dernier thème, les fanbases. Ah, les fanbases. Ah bah oui. Le top 3 de vos fanbases. Alors, j'avais pas précisé, ça pouvait être française ou étrangère. Ça pouvait être, comme vous voulez, c'est le classement que vous voulez. C'est quoi, toi, ton top 3 des meilleurs fanbases? On a fait les pires la semaine dernière. C'est qui les meilleurs pour toi, Yaya? C'est les Verts? Évidemment. Alors, moi, je mets. Tu viens de me changer tout, mais c'est pas grave. En 3, je mets Green Bay. Pourquoi tu veux changer? Vous allez voir. En 3, je mets Green Bay, les fans des Packers. En 1, la Bills Mafia, pour une raison très simple, c'est que ça passe à travers les tables. Mais pourquoi 3-1-2? Non, c'est en 3, je mets Green Bay. En 2, non, t'as dit en 1 la Bills Mafia. Oui, t'as dit en 1. Ah ouais, pardon, autant pour moi, parce que c'était. Lui non plus, il sait pas compter jusqu'à 3. Oh putain, c'est pas possible. Et non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai changé au dernier moment, parce que pour moi, la meilleure fanbase. Le stade à Bondoufle, parce que. Pour moi, la meilleure, tu vois, la meilleure fanbase de tout le football américain, c'est la Red Company. Ah, voilà, tout à fait. Il est fatigant. Et je passe le salut à tous et surtout à Alexis. On est ensemble, frère. Et moi, je passe le bonjour à Greg et je passe le bonjour à Alexis. Et Greg, c'est un vendu des Patriots. Et je ne vous dis que ça, mais on va avoir un Inside Red Company pour le voyage à Duisbourg, puisque Wake fait le voyage avec la Red Company, et que vous aurez donc tout le voyage jusqu'à Duisbourg dimanche pour aller voir le Rainfire en story Instagram, quasiment. Ça va être fantastique. Mon cher Vince, ta meilleure fanbase de NFL? En 3, les Packers. On dit Packers. Bah, je dis Packers si j'ai envie de dire Packers. Oui, bah, tu peux, mais non. Oui, ils sont pas du Pec Citron, hein, ils emballaient. Hein, c'était Tupac, pas Tupac. Ouais. J'arriverai pas. Hein. En 2, les Seahawks. Et en 1, la Bills Mafia. Avec une mention honorable pour moi, pour les Cowboys. Je sais qu'ils sont détestables. Ils sont détestables, mais j'adore les voir se précipiter sur leur place là, dès l'ouverture du stade. Je déteste les fans des Cowboys, mais qu'est-ce que ça me fait rire, donc je les mets quand même. Ils sont à fond derrière leur équipe, c'est rigolo. Bon, Seb. On n'a pas la même vision de la fanbase. En numéro 3, je vais surprendre personne. Moi aussi, je vais mettre les Packers parce que Lambeau Field est tout le temps plein malgré les conditions météorologiques qui sont parfois cataclysmiques. D'ailleurs, et puis les résultats. Les meilleures fanbases sont dans le froid. Oui. C'est drôle. Bah oui. Justement, vous allez voir, je vais y venir. Le premier va vous surprendre. Donc, les Packers de Green Bay, puis aussi pour le fait que le public soit actionnaire du club, voilà la structure très particulière et même unique dans le sport professionnel des Packers de Green Bay. En 2, je mets les fans des Saints de la Nouvelle-Orléans. Parce que pour être allé à la Nouvelle-Orléans moi-même, alors hors saison football malheureusement, croyez-moi, les Saints, les maillots des Saints, les t-shirts des Saints, ils sont partout. Il y a un public qui est très attaché à son équipe. Le Superdome, c'est bruyant et c'est toujours plein. Même Tom Brady disait que c'était le pire stade dans lequel évoluait en NFL. Et même quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et en numéro 1, messieurs... Je sais s'ils sont rarement au rendez-vous. Vous pouvez me parler de la Bills Mafia, vous pouvez me parler des Cowboys. Non, la meilleure fanbase de la Ligue, c'est les fans des Browns de Cleveland. Parce que ça, messieurs, c'est des gens qui se mangent une équipe d'une médiocrité abyssale depuis des... Je ne suis pas du tout moqueur. Depuis des décennies, leur stade est tout le temps plein. Quand ils ont été 0-16, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé une parade. Alors que dans d'autres équipes, il y a quelques années, il y avait des gens qui venaient au stade avec le sac sur la tête, qui avaient honte de leur équipe. Non,
eux, qu'est-ce qu'ils étaient? Je vais pas dire qu'ils en étaient fiers, mais ils ont owned, ça leur appartenait cette saison 0-16, et c'est une fanbase qui a fait revenir son club dans sa ville après qu'il soit parti à Baltimore. Et c'est sous la pression des fans que la Ligue a rouvert une franchise à Cleveland. Et vu les tombereaux d'excréments qui se mangent en matière de football depuis des années, mais je suis désolé, ça force l'admiration. L'argument est imparable et là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est certainement une des fanbases les plus dévoués à leur équipe. En plus, ça, je suis cool. complètement d'accord. Ils sont jamais hostiles. C'est un peu. Alors, mention honorable justement pour ça aux Vikings, qui ont un public qui est super chaud, mais qui est jamais hostile. Moi, la fanbase des Brands, vraiment une fanbase qui aime son club d'amour comme ça, malgré tout le mal que son club lui fait, c'est quelque chose. Ouais, mais il y a juste une chose, il y a nothing's cool in Cleveland. Nobody goes on vacation in Cleveland. Si. Les fans des Brands sont cool. Il y a que ça à et faire. je mourrai sur cette colline. Et je passe le bonjour à Bijak, à Flo et à tout le monde qui gravite autour de la 3FA. Et je crois que c'est Matt de l'Afterfoot US qui nous avait dit qu'à Cleveland, on mange très bien, apparemment. Dans l'Ohio, la cuisine est très bonne. Voilà. Donc, il y a des choses à faire à Cleveland, notamment manger. Et ça va plaire à Waik, qui va prendre tout de suite un billet pour Cleveland. Nous en sommes absolument certains. Alors, j'ai fait ma petite recherche. Je peux donner une mention artificielle, oui, vas-y. Moi, c'est les fans des Raiders, parce que eux aussi, en termes de médiocrité, c'est quelque chose. Et surtout quand ils étaient à Auckland, maintenant, je sais moins, mais notamment The Black Hole, c'était quelque chose. J'aime moins la mentalité, moi. Ouais, moi, je trouve que sorti d'Auckland, c'est plus vrai, parce que quand ils étaient à Los Angeles, ils n'arrivaient pas à remplir leur stade, alors qu'il était immense, certes, mais ça faisait un peu de la peine. À Las Vegas, j'arrive pas encore à me rendre compte, s'il y a un vrai engouement. Pour les Raiders d'Auckland, ouais, pour les Raiders d'ailleurs. Oui, voilà, mais après, et ça reste une équipe qui est. Après, c'est une fanbase qui était hostile à Auckland. Ouais. Moi, j'hésitais à partir sur la fanbase des Buccaneers, moi, de mon côté, parce que, mais là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand ça marche, ça va, mais dès que ça va pas, c'est vide. C'est vide quand ça va pas chez les Buccaneers. Oui, donc c'est en fait le concept de la. Alors attends, je vous ai. Non. De la fanbase, Flav, j'ai très bien compris. Sont bons. Non, j'ai très bien compris. Ce que je veux dire, c'est que la manière de supporter et le fait qu'ils soient tous déguisés, tout ça, je trouve ça vraiment rigolo. En fait, t'es fan des coups de canon. Non, pas plus que ça. Et des gros bateaux. Moi, j'aime beaucoup la fanbase des Panthers, tu sais, surtout quand il y avait personne dans le stade. J'étais sûr qu'il allait dire un truc comme ça. Dis carrément celle des Giants aussi. Alors non, eux, je te rappelle qu'ils prennent des influenceuses borderline OnlyFans pour essayer de déconcentrer les Saints, mais que ça marche même pas. Même comme ça, ils n'arrivent pas à gagner. Donc c'est quand même triste. Hein. Vous pouvez retrouver cette anecdote croustillante sur l'Instagram de Mathieu Van Baal, bien évidemment, qui vous a fait une magnifique vidéo il y a quelques mois là-dessus, et vous la retrouverez sans problème. Alors, mon ami ChatGPT qui nous donne ses meilleures fanbases. La Bills Mafia en 1, sans surprise. Les Packers en 2, jusque-là, pas trop de surprise. Et ils mettent les Steelers en 3. Eh ben oui, j'y ai pensé aussi. Oui, bon choix. Moi, j'y ai pensé aussi. Terrible Tower. Towel, oui, parce que Terrible Tower, c'était le 11 septembre. Et il y en a pas un qui a fait anglais langue 1 dans le... entre, c'est terrifiant. Entre les Packers et les Terrible Tower, là, purée. C'est beau. On sait, s'il y a des mecs, si un jour on doit aller au Super Bowl, on sait qui peut envoyer déjà. Ah, mais si. C'est déjà bien. Vous nous ferez. C'est leur tardive. Vous aurez le droit de faire un petit réel en direct du métro de la ville où se situera le Super Bowl. Vous allez découvrir mon anglais cet automne, ça va être fabuleux. Pour découvrir un peu le son de la Nouvelle-Orléans et tout, ça va être. Ça. Cool. Alors, on a. Qu'est-ce qu'on a d'autre en mention honorable? Ce sera le son du métro de Londres. Le son du métro de Londres. Qu'est-ce qu'il y a en mention honorable? Les Seahawks de Seattle. Donc, Seahawks de Seattle. Bah ouais. Et les Chiefs de Kansas City qui ont, le saviez-vous, le record officiel de l'ambiance la plus bruyante pendant un match NFL. Ah ouais. Eh oui.
C'est Arrowhead qui a eu le relevé de. Ouais, mais ça c'est parce que quand il fait froid, le son il descend. Donc, non, c'était parce que Taylor Swift. Ils ont montré Taylor Swift. Ah oui, bah oui. Ouais. Ça a été. Il y a eu un tremblement de terre à Arrowhead, quoi. C'est aussi Moi, simple. j'aurais mentionné les Niners parce que c'est un gros public aussi. Faithful, tout ça, ouais, honorable mention, ouais. Voilà, mention honorable pour ceux qui parlent pas anglais comme Yaya et Vince, tu vois. Tente pas l'anglais, tente pas l'anglais parce qu'ici, tu sais, il y a pas grand monde. C'est pas fou, c'est pas fifou comme dirait l'autre. Alors, je vais te dire un truc en anglais, you're a fucking asshole. Voilà, tout à fait. Et merci pour ce, tu vois. Toujours dans la délicatesse. On rappelle que c'est un pod ouvert pour les enfants, pour tout ça. Bravo, quoi. C'est très très beau. Est-ce qu'il y a un de vous qui a envie de faire un thème surprise? Est-ce qu'il y en a un de vous qui s'est dit, tiens, ouais, vas-y mon Seb. Alors, comme on a été quand même parler des meilleurs coachs, des meilleurs. Attends, juste avant, je rappelle le principe du thème surprise, c'est que là, pour le coup, Vince, Yaya et moi ne le connaissons pas. Hein. Ah non, celui-là, vous le connaissez pas. Voilà, on le connaît pas. Donc, on a parlé des meilleurs, des plus muets et tout, mais moi, vous me connaissez, je suis méchant, je suis dépressif, j'aime pas le bonheur. Donc, je voudrais savoir quels sont, pour vous, vos 3 plus gros busts de l'histoire de la draft de la NFL. Wow. De l'histoire de la NFL, bon, c'était la semaine dernière qu'il fallait faire celui-là. Comme ça, on raccroche la semaine. Les 3 plus gros busts de l'histoire. Bon, déjà, il va y avoir les Raiders dedans. Il va y avoir un choix des Raiders. 3 joueurs. Oui, 3 joueurs, bien évidemment. Alors, attends, on va laisser Yaya et Vince. T'as fait ton top 3 à toi Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors, moi, j'ai un problème, c'est que les busts, je les zappe. Non, je te promets que ce que je vais te donner, tu peux pas le zapper. Il y a des mecs, je suis sûr, on se souvient même pas de. Il y en a un qui est un petit peu loin, mais on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses, de reportages sur lui, et ça a été mon numéro 1 parce que c'est assez incroyable. Johnny Money ? Pardon ? T'as mis Johnny Manziel ? Non. On crois-moi, on n'est pas sur ce niveau-là. Manziel, c'est un petit joueur à côté de ce que j'ai pour vous. En numéro 3, en 2007, premier choix de la draft, Marcus Russell, drafté pour les Raiders, quarterback de LSU, c'était le QB du futur, il pouvait courir, gros physique, gros bras, un mec qui pouvait marcher sur des talent générationnel, l'homme allait changer de football. Il va traîner les pieds pour signer son contrat, manquer les camps d'entraînement. Il va être le seul QB drafté depuis 2000 à ne pas être nommé starter lors de sa rookie year. Il ne se fera qu'un seul match titulaire. Il postera l'affiche merveilleuse de 2 touchdowns pour 4 interceptions. Deuxième année, 13 touchdowns, 8 interceptions. C'est mieux, mais seulement 53% de passes complétées. En troisième année, il touche le fond. 3 touchdowns, 11 interceptions. 48% de complétion. Il était connu pour ne pas étudier les films. Il y a une anecdote très célèbre qui dit que les assistants coach des Raiders lui donnaient des cassettes vierges en lui demandant ce qu'il avait vu. Et puis lui disait « Ah ouais, moi j'ai vu le quarterback de telle équipe, il a fait ça », alors que c'était bien la preuve qu'il ne les regardait pas. Bref, il sera cuté en 2010. Il finira 7-18 en tant que starter. Et il ne sera plus jamais recruté par un autre club. Fun fact, le numéro 2 de cette draft, c'était Calvin Johnson, l'un des meilleurs receveurs de l'histoire. Et son contrat, alors j'ajoute que son contrat, parce que je l'ai sous les yeux, tu as son contrat rookie ? Alors, je ne l'ai pas sous les yeux. C'est 6 ans et 68 millions de dollars. Oui. Ce qui est énorme, dont 31 millions garantis pour l'époque, c'est énorme. Pour l'époque, c'est considérable. Voilà, c'est du un des nombreux pétages de plomb des Raiders à la draft. En numéro 2, Ryan Leaf, 1998, deuxième choix de la draft. Ben oui. À l'époque, il y avait un vrai débat. Il y avait 2 QB aux Chargers. Il y avait 2 QB dont on disait qu'ils allaient être numéro 1 ou numéro 2. Peyton Manning et Ryan Leaf. Et c'était un vrai débat. Indianapolis avait le premier choix, donc San Diego, qui avait le deuxième, a pris ce qui restait. Bien mal leur en a pris. Première saison, 45,3% de réussite, 128 yards de lancés par match, 2 touchdowns, 15 interceptions en 10 matchs, soit une passe sur 16 qui a fini dans les mains d'un joueur adverse.
Il va faire un sit-out pendant toute sa deuxième saison en 99. Il va revenir en 2000, mais sans grand résultat. Il sera relâché en 2001. Il sera embauché par Dallas, qui va vouloir lui donner une deuxième chance pour une saison, mais il ne fera absolument rien. Il sera à nouveau relâché. Il ne rejouera plus chez les pros. Et le premier, alors ça remonte un peu à loin, mais c'est vraiment un cas d'école. 1989, deuxième choix de la draft, Tony Mandarich, offensive tackle pour Green Bay de Michigan State. Un tackle au physique titanesque. Sports Illustrated dira à l'époque qu'il était le plus grand prospect all-line de tous les temps. 1m98, 150 kg de muscles et de testostérone, 4 secondes 65 au 40 yards, 39 répétitions à 100 kg au développé couché. Le mec va même défier publiquement Mike Tyson. Si. Il a qualifié Green Bay qu'il a drafté de village. Bref, un personnage. Ça va mal commencer parce qu'il va faire un long hold-out. Il ne signera qu'une semaine avant le début de sa saison rookie. Et durant cette saison, il ne va jouer que 9 séries offensives complètes. Il sera starter en 90 et 91, mais il allouera au total 21 sacs et 36 hits. C'était bien trop. Il sera cuté en 92, malgré le soutien de Malcolm Green, mais il va manquer des entraînements. Il avait des problèmes d'attitude et d'éthique de travail. Bref, c'est quelqu'un dont la bulle s'est très vite dégonflée. On s'est aussi vite rendu compte que, c'est quelqu'un qui prenait de la potion magique et qui a arrêté d'en prendre quand il est arrivé en NFL parce que les contrôles étaient beaucoup plus serrés, et ça s'est un peu vu. Fun fact, il est le seul membre du top 5 de la draft de 89 à ne pas être au Hall of Fame. Les top 5 de la draft de 89, c'est Troy Aikman, Tony Mandarich, Barry Sanders, Derrick Thomas, fan des Chiefs, googlez son nom si vous ne savez pas qui c'est, et Deion Sanders. Le papa de... Le papa 2. Il tentera un comeback en 96 à Indianapolis, mais il restera toujours au même niveau. Je veux ajouter que sur ces 3 joueurs, ils ont aussi une histoire post-football qui est un petit peu sombre chacun, sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que c'est pas le sujet. Mais voilà, c'est Mandarich, il est considéré comme le plus gros bust de l'histoire du football. D'ailleurs, son surnom officiel, c'est... Alors, The Incredible Bust. Incredible Bulk, ouais. Parce qu'il était, il y a une couverture de Sports Illustrated justement quand ils disent que c'est le plus grand procès. Trouvez cette couverture, vous allez voir le morceau. C'est un titan. Ah ouais, c'est beau. Est-ce que vous avez des mecs à rajouter, sans faire un top 3 forcément, mais Nathan Peterman. Nathan Peterman, c'est pas mal aussi. Bon, t'as parlé de Johnny Manziel aussi, ça peut être sympa aussi. Dans les plus récents, Johnny Manziel, oui. Oui. Alors je ChatGPT pour vous dire les busts de ChatGPT dans quelques secondes. Je pensais Vernon Goldstone des New York Jets en 2008. Mister Zero Sac. Ouais, qui se plante complètement, qui finit avec seulement 42 plaquages en combien de saisons à votre avis? En 3 saisons. Numéro 6 overall de la draft 2008, pardon. Alors, ça fait mal. Je viens de GPTiser ton top 3, mon cher Seb. Et alors, numéro 1, Jamarcus Russell, comme toi. Numéro 2, Ryan Leaf, comme toi. Numéro 3, Trent Richardson, 3e choix des Browns en 2012. Oui, ça marche aussi. Alors pour ceux qui... C'est vrai. Je l'avais oublié, lui. Oui, j'ai son pourquoi. Ultra dominant en NCAA, il devait être le futur Adrian Peterson. Première saison correcte, mais ensuite chute libre, aucun instinct, vision très moyenne, explosivité surévaluée. Les Browns ont échangé Richardson après seulement 17 matchs. Et il a rapidement quitté la ligue. Voilà. C'est cette année-là, je crois qu'il le remplace par Peyton Ellis, je sais plus. Mais moi, je me souviens, Richardson, j'étais super hypé quand il a été drafté. Et pire, c'est qu'il a été échangé ensuite, je crois que c'est aux Colts, qui l'ont échangé contre un premier tour de draft. Donc hold-up de l'année. Et ce bust, c'est marqué, ce bust a contribué à discréditer la valeur d'un running back très haut dans la draft. Et c'est vrai que depuis Trent Richardson, il y a cette petite musique qui dit c'est toujours risqué de prendre un running back très haut dans la draft, etc., etc. C'est le 3e choix de 2012. Et alors ChatGPT a un peu d'humour parce qu'il met mention très déshonorable pour Johnny Manziel, Tony Mandarich, Charles Rogers, le receveur des Lions en 2003, 2e choix des Lions en 2003, et Zach Wilson pour les Jets en 2021,
en précisant que c'est un trending bust, puisqu'on attend la fin de sa carrière pour savoir s'il peut pas rebondir. Il s'est fait drafter en combien de positions, lui Zach Wilson, Il est pas très haut. Ouais, il est drafté moi, j'aurais très même haut, dit 2. Mais je crois qu'il est deuxième ou troisième. Deuxième. Alors, Deuxième. Qu'est-ce qui vaut mieux dans la draft de 2021 Zach Wilson en 2 ou Trey Lance en 3 Alors, le Trey Lance n'a pas eu le temps de faire de dégâts. Alors que Zach Wilson... C'est deuxième, Zach Wilson. Ouais. Mais le pire de Trey Lance, c'est pas tant qu'il a été choisi en 3, c'est que les Niners aient fait un trade-up pour aller le chercher. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Mais il n'a pas eu le temps de faire de dégâts. Donc, DeAndre Baker. On rappelle juste comme ça que pour la draft 2021, le résultat du premier tour, c'est en 1 Trevor Lawrence pour les Jaguars, en 2 Zach Wilson pour les Jets, en 3 Trey Lance pour les Niners, en 4 Kyle Pitts pour les Falcons, en 5 Ja'Marr Chase pour les Bengals. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui est terrifiant. Tu vois. Et attends, je continue. En 6 Jalen Waddle, en 8 Patrick Surtain, enfin des mecs. En 12 Micah Parsons. T'as quand même belle draft quand même. Ah oui, t'as du monde, hein. C'est pas t'as le top 3 qui est moyen quand même. En 20, celui qui depuis a complètement explosé aux yeux du monde, pour ses mains connues sous le nom des parpaings, Kadarius Toney, très bon choix des Giants de New York notamment. Oui, je pense à lui. Monsieur main parpaing. Comme on l'appelle chez nous. Après, il y en a eu des busts, il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres, mais je pense que de l'ampleur d'un Ja'Marr. Le scouting a quand même beaucoup évolué, parce que là, on parle de joueurs de début des années 2000, début des années 90. Le scouting a quand même pas mal évolué, et je pense qu'une catastrophe industrielle comme Jamarcus Russell, je sais pas si c'est encore possible aujourd'hui. C'était dément, Jamarcus Russell. Ouais, et d'ailleurs, c'est dément. C'est ça qui est drôle, c'est que aujourd'hui, tu vois, même encore, toi Seb, toi Yaya, quand on parle de draft des Raiders, quand on dit ils vont avoir le premier choix, votre premier instinct, c'est de me dire, de toute façon, ils en feront rien, ils feront n'importe quoi avec, tu vois. Voilà, mais parce que Jamarcus Russell. Oui, parce qu'il y a ce précédent. Voilà, ce truc. Il n'y a pas que ça, tout leur dernier choix de draft, quand même. Mais là, ils ont bien drafté l'année dernière. Mais l'autre qui a eu un accident de bagnole horrible, qui en tourne. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, d'Alabama, là. Oui. Mais si. Mais si. Bon, bref. Je vais Google Yaya pour que je trouve son nom parce que ça va m'énerver. Est-ce que là, quel poste c'est un receveur. Oui. On va le retrouver, vous en faites pas. Excusez-nous, il est tard pour l'enregistrement. On a des mémoires de vieux, surtout. Et puis, ne dit-on pas que sur TPO, on ne fait jamais de potin. Donc voilà. Donc du coup, nous les prisons, on n'a pas parlé. Moi, je cherche pas parce que même Google, j'arrive pas à trouver sur Internet. Donc. Non, toi, on t'a pas demandé. C'est vrai que Henry Ruggs. Faut qu'on paye une formation, ça devient urgent. C'est Henry Ruggs. Oui, Henry Ruggs, voilà, bien sûr. Ouais. Ça, après, bon, c'est plutôt hors terrain, lui, que ça s'est. Ça c'est mal. Sa carrière s'est accélérée, mais dans le mauvais sens du terme. Voilà. Oui, évidemment. Alors, voilà. Pas d'autres choses à ajouter, les amis. Pas d'autres. Si vous aviez un autre top 3. Ah ben moi, tu t'en doutes. Les top 3 des Tiden. J'y ai pensé. De toute façon, on sait tous que le numéro 1, c'est Kevin Mamba. Donc on va pas all-time ou actuel? Alors, non, très franchement, j'y ai pensé et je me suis dit, c'est trop facile, vous allez trop y penser. Donc, moi, j'étais plus parti sur un top 3 actuel, les meilleurs all-line de la ligue. Pardon. Les 3 meilleurs all-line de la ligue actuelle. Les 3 meilleurs joueurs ou les 3 meilleurs. 3 meilleurs lignes offensives. Ligne offensive, les 5. Ok. En 1, les Eagles. Ouais. Ah oui, je pense que là, il n'y a pas de débat. Alors, figure-toi que quand même, moi, j'ai regardé. Dans le classement ESPN, ils ne mettent pas les Eagles dans les 3 premiers. Ah bon? Je me suis d'accord avec vous. Pour moi, je le mettrais en. Oui, mais parce qu'il s'arrête que au stade pur.
Non, il dit sur la projection 2025. Donc, d'accord, c'est en projection. Oui, mais bon, ils ont perdu du monde sur la O-line. Ah ben c'est pour ça. Oui, Il parle de la projection 2025. Mais moi, là, on va parler de ce qu'on sait, nous, du niveau 2024, parce que bon. Jusqu'à maintenant, on parlait quand même de ce qui allait arriver en 2025 sur les top 3. Donc moi, je suis parti en 2025. Ah bon? Ah bon? À quel moment? Ouais, c'est encore dans le futur. Je suis désolé, hein. Mais putain, moment c'est fou. Mais on n'a pas du tout fait ça. Mais si. Mais, bien sûr. Quand on parle du top 3 actuel, on parle. Enfin, non, bref. Attends, du top 3 des coachs actuels, on n'a pas parlé de la saison que va faire Mike Tomlin l'an prochain, tu vois. Vous me fatiguez. C'est toi qui me fatigue, là. Si tu regardes actuel, les Eagles, ils n'ont plus la même O-line dans ce cas-là. Non, mais pour moi, on sait pas ce qu'il va donner. Qui c'est que je vois d'autres? Les Steelers sont pas mal. Ouais, les Ravens. Ravens. Ouais. Et Ravens. je suis désolé, hein, Ils ont c'est mon côté très chauvin pour mon équipe, mais ESPN les met premiers en 2025, mais les Broncos, pour moi, ont une line incroyable. Il a choisi ce thème-là, mais oui. Je suis bête aussi, je me dis, mais pourquoi il a choisi les O-line? Il fallait que je parle des Broncos, forcément. Les Broncos Raiders. Je vous propose le top 3 des meilleures franchises qui commencent par Den et qui finissent par Ver. Alors, cherchons ensemble. Peut-être Denver. Tu es vilain. Non. En plus, vous savez très bien, et les auditeurs le savent très bien, je parle très souvent des O-line de manière générale. Donc, non, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai hésité entre le meilleur pass rusher ou les O-line, et j'ai préféré choisir les O-line. Moi, j'ai un petit top 3 fun très rapidement, comme ça. Très, très vite. Le top 3 des 3 joueurs les plus détestés actuellement dans la ligue. Travis Kelce. Hein, ouais. Pourquoi pas? Moi, c'est pas celui que je déteste le plus, loin de là. C'est pas détesté par les joueurs. Là, non, c'est vous que vous détestez. Que nous, on déteste. Oui, c'est votre top 3, vous. C'est pas le top 3 des États-unis. C'est le vôtre. Votre top 3 des joueurs les plus détestés. J'aime pas le mot détester. Ah bah si, les gens t'aiment vraiment pas. Moi, mon numéro 1, c'est Deshaun Watson. Tu vois, bon, voilà. Oui, voilà. Yaya, c'est comme raisons. ça. Ah non, c'est pas un joueur. Mais non, celui que j'aime pas. C'est difficile, hein. Je sais pas, comme ça, moi, on me vient Odell Beckham. Je sais pas pourquoi. Sa gueule me revient pas. J'aime pas sa tronche. Je l'aime pas. Je sais pas. Mais attends, là. Je me mets sur Doigt Da Silva parce que Da Silva, je l'aime pas. Je vais dire la même chose que Yaya tout à l'heure. C'est très subjectif ce que je vais dire. Hein, mais... Ouais. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Non, que je déteste, c'est compliqué. Hein. Que t'aimes le moins, si tu veux. Moi, il y a Diggs. Stephen Diggs. J'aime pas Stephen Diggs. Tiens donc. C'est un joueur charmant, c'est un gars charmant. En plus, il aime les bateaux, visiblement. Ça devrait te faire plaisir, toi, avec les Giants. Vous aimez bien sortir en bateau. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Aaron Rodgers. Non. Ah, c'est vrai qu'Aaron Rodgers, j'aime pas beaucoup. Il a un côté détestable quand même. Hein. Ah ouais, si, il est relou. Si. Et attends, qu'est-ce qu'il y a comme... j'ai demandé le top 3 all-time match à GPT des joueurs les plus détestés. Le numéro 1, c'est Antonio Brown. Étonnant. Ouais. Et tu sais que quand il était aux Steelers, moi je l'aimais bien, mais c'est après... Un talent immense gâché par des problèmes personnels, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et entre la sortie au BetLife, quand même. Après, t'as Vontaze Burfict, Michael Vick et Richie Incognito. Oui, oh là là. Ouais, mais là c'est du haut avec niveau. les Dolphins, c'est tout. Bah, là, t'as du all-time. C'est du Hall of Fame de la détestation. Et il y a Deshaun Watson en mention honorable, quand même. Faut bien le rajouter, quand même. Si je devais en citer un, peut-être ça serait Caleb Williams, moi. Que j'aime vraiment pas. D'accord. Ok, il t'a rien fait, ce jeune homme. D'accord. Comme personne, mais... Bah si, Deshaun Watson, il a fait des choses. Si. Il y a une raison pour laquelle on le déteste. Justin Tucker aussi. Oui, voilà. Oui, non, mais d'accord. Moi, je parle sur le terrain. Ah bah, il a dû faire sur le terrain aussi. Il attendait pas forcément les vestiaires, lui, tu sais. À mon avis.
Bref, ah là là, on s'égare. Caleb Williams, pourquoi il n'aime pas Caleb Williams? Je sais pas, c'est déclarations, tout ça. Non, mais on peut. Non, mais enfin, là, je vais faire mon wake. Hein. On peut pas reprocher à un jeune mec qui arrive, un jeune QB qui arrive, de dire je vais être le meilleur, machin tout, quand t'es drafté en 1 de la draft. C'est pas. Enfin. Mais voilà, un peu d'humilité ne fait pas de mal. Mais après, je sais très bien que c'est pas du tout la même mentalité entre les États-Unis et l'Europe, et qu'aux États-Unis, ils voient ça d'un très bon œil d'être comme ça. Il n'y a pas de souci. En Europe aussi. Ouais, non, après, non, pas tant que ça, parce qu'on lui a bien mis dans la tronche aussi. Mais c'est que c'est un jeu difficile, enfin, que c'est un jeu compliqué. Voilà. Si tu te rates, forcément, on va se moquer de toi. Enfin, tu vas au bord des terrains de D1 ou au bord des terrains de LF, les mecs qui disent, de toute façon, je suis le meilleur, je vais poutrer l'équipe en face, machin tout. T'en as des dizaines, hein. On va pas se leurrer. Vous avez joué au haut niveau, vous. Enfin, au niveau, quoi. C'est déjà pas mal. Si je devais donner un top 3... On va demander à Charles, le receveur de La Rochelle. J'ai parti d'ailleurs, suivez sur les réseaux sociaux parce que notre big boss est actuellement en négociation de contrat pour signer dans une franchise brésilienne, hein, visiblement. Il est parti à Sao Paulo pour voir si l'herbe était plus verte au Brésil. Oui, mon Seb. Je suis un peu mal à l'aise que si je devais faire un top 3 des joueurs détestés, ça serait vraiment pas pour des questions de performance sur le terrain. C'est comme moi, tu prends des questions d'attitude ou de d'extra sportif. Qui pourrait être. Oui, c'est vrai. En numéro 1, Deshaun Watson pour des raisons évidentes. Des raisons, oui, évidentes, c'est le mot. En numéro 2, je pense Aaron Rodgers, parce que entre les théories complotistes et son attitude de drama king, moi je peux pas. Et je suis très embêté parce que je pense que j'ai 2 numéro 3 ex-aequo. DK Metcalf pour sa légère tendance à sortir la boîte à claques tous les 4 matins sur les defensive back adverses. Et Nick Bossa pour sa tendance à porter des casquettes rouges qui ne sont pas des casquettes des 49ers. Et pour certaines déclarations de jeunesse sur les réseaux sociaux au sujet de personnes qui n'ont pas la même couleur de peau que lui. Est-ce qu'on pourrait pas mettre dans ce panier de crabes notre ami Harrison Butker? Tu vois, et c'est superbe déclaration. Harrison Butker, c'est quelqu'un qui aime que les choses soient à leur place. Avec les fameuses. Voilà. Voilà, on peut. Non, voilà, c'est pour ça que je suis très embêté avec ce top-là, parce que c'est vraiment des opinions purement puis personnelles. surtout que si tu commences à parler de l'extra sportif, il y en a vraiment beaucoup qui peuvent être mis sur le carreau. Donc, plus ce qu'on ne sait pas. Donc, par exemple, on a découvert la passion Stephen Diggs pour le meeting. Alors que son abonnement à Yacht Magazine aurait dû nous... été résilié il n'y a pas longtemps. Aurait dû nous éveiller quelques soupçons, mais non. Et puis apparemment, on lui a offert une boîte de petits chimistes aussi, pour l'anniversaire. Ça peut toujours se faire plaisir. Ça n'a pas de mal à se faire du bien. Bon, alors... Qui suis-je pour juger? Qui sommes-nous Bon, les amis. Il y a que Yaya qui n'a pas sorti son top 3. Il en a donné, il en a. Non, mais son thème mystère. Ah, il n'a pas de thème mystère, il n'a rien préparé. Non, il n'a pas compris le thème. Il est comme toi, mais toi, tu n'as pas compris tout le podcast. Alors, c'est le problème. Si vous voulez écoutez ce qui se passe, c'est grave. Alors, non, c'est toi qui dois écouter, parce que tu me dis, comme on a fait depuis le début du pod, alors que c'est pas du tout ce qu'on a fait. Donc, moi, je vais vous dire. Quel est votre top 3? Oula. Trompe-toi. Top 3. Commence fort. Des films sur le football américain. Et pourtant, c'était en français. Allez. Non, l'enfer du dimanche. Tu peux pas. Moi, il y en a un autre. Avant. Il va nous sortir son Ace Ventura parce qu'il y a eu Dan Marino. Il va nous le ressortir. Woody, c'est Coach non, c'est pas Coach Carter, c'est l'autre. Il connaît pas le titre. Non, Coach Carter, c'est pas du foot. Oui, non, c'est l'autre. Comment il s'appelle le film qu'ils ont fait sur Notre-Dame? Woody. Voilà, c'est celui-là, pardon. Les gars, ça c'est du classique. Classique en or massif, Woody. En plus, il y a une bande originale qui est absolument incroyable. Yaya, il va nous sortir Grise, hein, parce qu'il y a du football américain dans Grise. Hein. Ouais. Dans Glee aussi. Ah oui, c'est Glee, c'est pas Grise que je voulais dire, c'est Glee. C'est une angoisse pas possible.
Oh là là, les gars, on est aussi bon en pronostic qu'en cinéphile. Vous êtes aussi bon en pronostic Non. qu'en cinéphile, Eh ben, les gars. en français, fort. c'est le plus beau des combats. Ah oui, oui, avec Oui, Denzel c'est Washington, celui-là. ouais, qui est pas mal C'est du celui tout, auquel je pensais et qui est un excellent film sur le foot. Il y a The Blind Side aussi avec la vie de Michael Howard. Oui. non. Friday Night Lights. Voyez Friday Night Lights, le film et la série. Voyez les deux, je vous assure que si vous écoutez et que vous connaissez pas, c'est de la bonne cam. Et lisez le bouquin également. Si vous le trouvez, Les auditeurs, vous le voyez pas, mais Flav est mort de rire. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait tout à l'heure, mais il est mort de rire. J'imagine que Vince va arriver à tout moment et vous nous dire ah c'est Friday, c'est Friday. Comment c'est le titre déjà Sunday, pour moi, c'est Sunday bon, Night, voilà, Sunday Night Football. c'est Friday Night Lights, Rudy et l'enfer du dimanche, et pas forcément dans cet ordre-là. Pour Et moi, le plus beau des combats. voilà. Moi, je le mets quand même le plus beau des combats. Mention honorable, mais je le mets en Ouais, Alors, parce qu'il y a tout le truc derrière, en fait, tu sais, avec la ségrégation, tout ça. Friday Night Lights également, hein, tu as tout ça derrière. Permian High School, c'est un lycée blanc qui a fusionné entre guillemets avec un lycée noir, et c'est une époque où la ségrégation au Texas, c'est fini depuis à peine 20 ans. Hein. Les lois ségrégationnistes au Texas, elles sont abolies en 1969. Le film, il déroule en 89. C'est avant-hier. Il y a ça également. C'est sous-jacent, c'est moins appuyé que dans le plus beau des combats. Remember the Titans. En voilà, langue originale. Ouais, le titre original, mais c'est là aussi, et c'est plus douloureux comme histoire. C'est voilà, je le mets Donc, au-dessus. le classement de ChatGPT, Remember the Titans en 1, Friday Night Lights en 2, Any Given Sunday en 3, mention spéciale à Rudy, The Blind Side et The Longest Yard avec Adam Sandler. Mi-temps, mi-tard. Ouais, mi-temps, mi-tard. Qui est rigolo. Voilà, qui est plus comique comme film. Ouais, qui est très drôle. Il y a plein de stars du foot dedans. Et il n'y a pas Dan Marino et Ace Ventura. Non, il n'y a pas de... mais il y a Michael Irvin. Bon, les amis, on déroule le programme de ce qui va se passer sur The Playoff et dans le monde du foot américain dans ces prochaines heures, dans ces prochains jours. Il y aura déjà la demi-finale du championnat de France de D1 entre les Black Panthers et les Molosses. C'est samedi à 19h, dimanche à 13h. Les Paris Musketeers seront en déplacement au Rainfire avec normalement White sur place pour nous couvrir tout ça. On se retrouve lundi à 21h30 en live pour justement débriefer ce 4e match des Paris Musketeers. On se retrouvera également jeudi prochain pour un nouveau podcast NFL qu'on aura enregistré avec toute cette bande-là, en espérant que Vince, cette fois, comprenne le sujet. Merci Seb, merci Yaya et merci Vince pour ce podcast d'anthologie. On se dit à très vite et merci à tous de nous avoir écoutés. À très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.